Alors, je crois que nous sommes en direct et que donc nous avons des participants. Donc, je voudrais remercier le professeur Fontanet d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui et de nous parler des scénarios épidémiologiques et autres qui se dessinent dans un horizon pas si lointain que ça. Il est très mobilisé. Ces derniers mois, comme vous le savez, puisqu'il a été un membre éminent du Conseil scientifique qui a contribué à éclairer les décisions du gouvernement et notamment au tout début de l'épidémie, à un moment où des décisions absolument essentielles, peut-être des décisions parmi les plus importantes qu'on ait prises depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque un certain nombre de décisions qui ont été prises auront des conséquences qu'on n'a pas fini de mesurer. C'est un professeur à l'Institut Pasteur et au Conservatoire national des arts et métiers. C'est un ancien interne des hôpitaux de Paris. Il est donc docteur en médecine, pas simplement épidémiologiste. Et sa spécialité, c'est vraiment l'épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Il dirige depuis un certain temps une unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur à Paris. Ses thèmes sont les hépatites virales et les virus émergents. Et alors un point qui est un point, j'ai envie de dire, très, très important quand même, en tout cas pour le chercheur que je suis dans sa carrière, c'est il a été le premier titulaire de la chaire de santé publique qui a été nouvellement créée au Collège de France et qui, je crois, est occupée aujourd'hui par Didier Fassin. Il va aujourd'hui nous faire une présentation sur l'avenir. Vraiment, on le remercie parce que son emploi du temps est extrêmement chargé. Et ce que je vous propose à tous et à toutes, c'est que vous n'hésitiez pas dans le fil questions à poser des questions. Moi, je vais être un espèce de médiateur hein, essentiellement. J'espère exercer ma sagacité pendant sa présentation pour trouver quelque chose, quelques questions à lui poser, mais c'est pas sûr. Donc, on compte beaucoup sur vous, les participants, pour lui poser des questions. Et je regrouperai peut-être des questions si je vois qu'elles ont des thèmes relativement similaires et je lui poserai et il nous répondra autant que faire se peut à ces questions. Je rappelle qu'il est 11h03 et que nous avons 1h30, donc je pense plus que le temps qu'il faut pour vraiment aller en profondeur sur certains sujets et n'hésitez pas donc à poser vos questions. Je te passe immédiatement la parole, Arnaud, pour nous présenter qu'est-ce qu'on fait, qu'attend-on, qu'est-ce qui est possible, probable, incertain, sûr, pour les mois à venir concernant cette épidémie et plus généralement concernant les épidémies émergentes. Bon, merci beaucoup Henri. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux d'être ici. Tu as oublié de mentionner que je fais un cours à Sciences Po chaque année sur les épidémies justement, qui cette année d'ailleurs s'est transformé en un cours sur le Covid ou la Covid-19, puisqu'il faut dire la Covid-19. Donc on va effectivement passer un moment ensemble. Je voudrais vous dire un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on imagine pour la suite. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester 1h30, Henri. Je crois qu'on avait mis 1 heure. Et j'ai malheureusement une réunion du conseil scientifique à 12h qui est importante, donc je crois que je vais devoir… Du coup, je pense que mon propos liminaire, je vais le garder sur 10 minutes, un quart d'heure, ce qui permettra d'avoir plus d'échanges. Et simplement vous redire assez rapidement ce qui s'est passé. Je crois que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps, mais plus vous dire comment on se projette sur l'avenir, parce que c'est quand même une question qui nous taraude tous et sur laquelle on a quelques éléments de réponse, mais pas évidemment complets. Alors l'épidémie, bien vous l'avez vu, était rapidement devenue une pandémie qui a touché très durement l'Europe en février-mars, un peu en avril. On a la France connu finalement une histoire assez étrange parce que les toutes premières introductions du virus, qui ont eu lieu d'abord fin janvier, ont été bien contrôlées. Il y a eu 6 cas diagnostiqués, des personnes qui étaient en provenance de Chine, qui sont arrivées à Paris ou à Bordeaux, isolées, on teste les contacts, on ne trouve pas de contacts infectés et la situation semble maîtrisée. Rappelez-vous les contamines, 8 février, là c'est un Britannique qui revenait de Singapour, qui infecte sur son parcours 11 personnes, dont 6 dans un chalet aux contamines. Et là aussi, les personnes sont isolées, on teste les contacts, tout est au contrôle. Et globalement, le mois de février est un mois très étrange pour nous tous parce qu'on voyait la menace grandir avec une épidémie qui devenait planétaire, mais sur le sol français, pas de circulation connue du virus entre le 8 et le 25 février.
Et cette situation d'attente qui était assez donc étrange parce qu'on se disait ça va nous arriver de quelque part, ce ne sera plus nécessairement la Chine maintenant parce qu'il y a beaucoup d'autres pays touchés dans le monde, mais pour l'instant, tout a l'air d'aller bien. Et puis, les choses basculent le 25 février. Un enseignant de Crépy-en-Valois arrive à la Pitié-Salpêtrière dans un état critique. Il décède le lendemain et on apprend donc qu'il était infecté par le nouveau coronavirus. L'enquête qui est menée dans l'Oise dans les suites de ce décès nous apprend qu'il y a une épidémie importante qui se développait à bas bruit dans l'Oise. Il n'y avait pas de cas vraiment critique comme ce patient qui est décédé à la Pitié, ce qui fait que c'est passé sous le radar, mais il y avait déjà un nombre probablement important de personnes infectées. Et dans le même temps, se déroulait du 17 au 22 février à Mulhouse un rassemblement évangélique qui a très vraisemblablement contribué à précipiter la région du Grand Est dans une épidémie majeure, avec un afflux de patients dans les 15 premiers jours de mars dans les réanimations de Mulhouse, Colmar et Strasbourg, qui a été extrêmement difficile de contrôler. Donc, la part du rassemblement évangélique dans cette bascule n'est pas encore connue. Je pense qu'elle y a contribué de façon importante, mais c'est encore à définir. Et surtout, je veux insister là-dessus aussi pour dire que il ne faut absolument pas pointer du doigt les personnes qui ont organisé ce rassemblement évangélique, qui était tout à fait autorisé à l'époque. C'était un rassemblement de 2000 personnes, il n'y avait pas d'interdiction des rassemblements. Je vous rappelle qu'en février, jusqu'au 25 février, il n'y avait pas de circulation connue du virus sur le territoire français. Donc interdire les rassemblements dans ce contexte aurait été très difficile, pas compris par la population, parce que quand on dit rassemblement, c'est aussi les matchs de foot et tout le reste, c'est des choses qui comptent beaucoup dans la vie de nombre d'entre nous. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation maintenant début mars où les choses s'accélèrent. On comprend que dans les réanimations du Grand Est, du nord de Paris, des patients affluent. Des patients qui, le week-end autour du 7 mars, deviennent des patients plus jeunes, avec ces fameuses pneumopathies inflammatoires très sévères, qui vont être difficiles à prendre en charge et qui font comprendre à nos collègues réanimateurs qu'on est face à une maladie difficile à traiter, qu'ils ne connaissent pas, et une évolution claire de la situation épidémique. En parallèle, on voyait que en Italie, dans le nord de l'Italie, avec 7 à 10 jours d'avance sur la France, la situation était devenue entre-temps critique et que les services de réanimation étaient débordés. Or, on sait que nos collègues italiens ont des très bons services de réanimation et que clairement, leur capacité hospitalière était mise à dure épreuve. Et c'est dans ce contexte que le week-end du 7 mars, Olivier Véran, ministre de la Santé, rencontre Jean-François Delfraissy, décide la constitution d'un conseil scientifique qui sera nommé le 11 mars et une première réunion le 12 mars pour faire un état des lieux et puis prendre une série proposer en tout cas au nom du conseil scientifique un certain nombre de mesures qui vont être ensuite arbitrées au niveau gouvernemental et qui décidera et aboutira assez rapidement, comme vous le savez, sur un confinement le 17 mars. A suivi une période donc assez longue, d'un mois, de presque 2 mois, 17 mars au 11 mai, où finalement on a assisté à vraiment 2 à 3 semaines très difficiles où les services de réanimation ont été mis sous tension parce que toutes les personnes qui étaient infectées avant le confinement progressaient vers l'évolution d'une maladie de plus en plus sévère et la réanimation. Il n'y avait pas de traitement à leur proposer qui puisse leur empêcher cette évolution défavorable. Et dès lors, vraiment, jusqu'aux premières, deuxième semaines d'avril, on voit les cas continuer à augmenter en réanimation et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on se dit, est-ce que ça va tenir? Et puis, ça a finalement tenu grâce à une augmentation des capacités en lit de réanimation et on a assisté enfin à la décrue sur la réanimation, sur les hospitalisations et une situation, vous le savez, qui est devenue beaucoup plus favorable puisque la circulation du virus maintenant sur le territoire français, même à plus d'un mois de sortie du confinement, est encore bien contrôlée. Il y a 500 à 1500 cas par jour, il y a des clusters, 5 à 10 par jour, mais c'est des clusters qu'on arrive à contenir. Et puis en parallèle, cette période de confinement a permis de reconstruire nos capacités en hospitalisation, réanimation, qui avaient été vraiment mises à dure épreuve, mettre en place un système de dépistage qui aujourd'hui permet de dépister jusqu'à 100 000 personnes par jour, et puis réfléchir à une stratégie de dépistage, traçage des contacts, isolement des cas, et toute une autre série de mesures qui font qu'on est aujourd'hui beaucoup mieux armé qu'on était évidemment dans la première quinzaine de mars pour faire face à un retour du virus si ça devait être le cas. Alors,
où est-ce qu'il en est, ce virus? L'épidémie a quitté le territoire français, comme je vous le disais, il y a des cas, il circule toujours le virus, mais on n'est plus sur un mode épidémique comme celui qu'on a connu. Il s'est déplacé aux États-Unis, où il est encore extrêmement actif. Vous avez beaucoup des États qui suivent des évolutions un peu différentes, mais beaucoup d'États aux États-Unis sont encore sous extrême tension. S'est déplacé en Amérique centrale, où là, par exemple, au Mexique aujourd'hui et d'autres pays d'Amérique centrale, l'épidémie est très sévère. L'Amérique latine aussi, l'Afrique du Sud, et puis arrive également en Asie centrale et en Asie du Sud, avec des pays comme l'Inde, extrêmement densément peuplés et des systèmes de santé fragiles qui font que si le virus s'y installe, on peut vraiment avoir une véritable catastrophe sanitaire. Tout ça pour dire que finalement, le virus est actuellement très actif. L'Organisation mondiale de la santé disait que la semaine dernière, on n'avait jamais eu autant de cas de ce nouveau coronavirus que depuis le début de l'épidémie et que donc on n'est pas du tout débarrassé de ce coronavirus comme on avait pu l'être avec l'été pour le coronavirus de 2003. Alors, il y a des raisons pour cela que je ne vais pas évoquer maintenant parce que ça nous prendrait trop de temps, mais on est face à quelque chose de très différent du coronavirus de 2003. Le virus est maintenant installé plutôt dans le sud, donc hémisphère sud, et en partie parce qu'ils sont en période hivernale et que ces virus respiratoires, d'une part, n'aiment pas la chaleur et d'autre part, se transmettent en milieu confiné. Et nous qui vivons maintenant dans l'hémisphère nord une période estivale, eh bien, on vit dehors et ça aide beaucoup à limiter la transmission de ce virus. Mais comme le virus est toujours présent, on peut s'attendre, comme pour les autres virus respiratoires, à ce qu'au moment, en octobre, novembre, où les jours vont rafraîchir, où on va se rapprocher de l'hiver, eh bien, ce virus revienne. Et à ce moment-là, toute la question est, est-ce qu'il va se remettre à circuler? Donc, je fais partie des gens, et le conseil scientifique dans son ensemble pense ainsi, qui considèrent qu'il y a un très fort risque de reprise de circulation du virus. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de la première vague épidémique, qui s'est terminée maintenant sur la France, seuls 5, peut-être 10% de la population a été infectée. On le sait grâce à des modèles mathématiques, ça nous dit 5%. Et des enquêtes sérologiques qui dépistent des anticorps chez les personnes qui ont pu être exposées au virus et qui nous disent qu'effectivement, dans les régions les plus touchées, ce sera probablement 10% de la population qui a été infectée, et dans les régions moyennement touchées, 5%, et les régions peu touchées de l'ouest de la France, 2%. Or, avec ces chiffres, on est très loin de ce qu'on appelle l'immunité collective qui serait nécessaire pour bloquer la circulation du virus et qu'on estime entre 50 à 70% des adultes. Il faudrait, pour que cette épidémie s'arrête d'elle-même, que 50 à 70% de la population ait été infectée. Et comme je vous le dis, on en est très loin. Donc, toute la question qui se pose maintenant, c'est ce virus va revenir très vraisemblablement à l'automne. Il faudra qu'on soit prêt et qu'on puisse mettre en place les moyens de contrôler la circulation du virus tout en conservant une vie sociale et économique parce qu'on sait évidemment que les conséquences économiques de cet premier confinement ont été considérables et on ne peut pas se permettre de retourner à un confinement. Donc, il faut absolument tout faire pour contrôler la circulation du virus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais très simplement, regardez un peu ce qu'ont fait des pays en Asie, très exposés du fait de leur proximité avec la Chine et qui ont pu contrôler le virus. Et là, je parle de la Corée du Sud, de Taïwan, de Hong Kong. Alors, évidemment, il y a des spécificités à ces pays qui ne s'appliquent pas à la France. Mais ce qu'on peut déjà dire d'ores et déjà, c'est que, d'une part, les fameuses mesures barrières que vous connaissez tous aujourd'hui, qui consistent à maintenir une distance physique, se laver les mains, ne pas se toucher le nez, la bouche, le visage, utilisation de ces gels hydroalcooliques, le masque, quand vous ne pouvez pas respecter la distance physique, quand vous êtes en milieu confiné, parce qu'on sait maintenant que ce virus se transmet en milieu confiné, éventuellement par des aérosols, et puis les stratégies de dépistage, de traçage des contacts, d'isolement, qui peuvent éventuellement utiliser des applications informatiques. Stop Covid en fait partie et malheureusement en France a été trop peu utilisé parce qu'introduit tardivement et donc n'a pas pu contribuer, mais font partie vraiment des outils qui sont en tout cas dans les pays d'Asie utilisés pour lutter contre le virus. C'est cet ensemble de mesures prises collectivement qui permettent un contrôle de l'épidémie tout en gardant une vie sociale et économique. Et après, on peut un peu doser, selon les situations, tout ce qui concerne fermeture des écoles, des universités, fermeture des bars, des restaurants, les transports en commun. Il faut savoir qu'à Hong Kong, le métro a toujours fonctionné. Les gens portaient des masques, ils ont des heures de pointe et ils ont un bilan qui est extrêmement satisfaisant.
Donc, il y a des choses qu'on peut continuer à faire, hein, une vie économique qui peut continuer, mais qui nécessite un certain nombre de contraintes. Et dans les pays d'Asie dont je parlais, des mesures qui sont quelquefois très coercitives et qui, je pense, ne seraient pas acceptées en France, mais que je ne revendique pas donc, bien sûr. Mais simplement, il faudra à ce moment-là se construire une discipline individuelle pour que ces mesures soient respectées, parce que c'est ça qui nous permettra de conserver la liberté qu'on a retrouvée, de se déplacer, d'avoir une vie sociale et de travailler. Donc, ça me paraît absolument essentiel. Et c'est voilà un petit peu où on en est aujourd'hui pour cet état des lieux que je voulais faire en introduction par rapport aux perspectives qui nous attendent vis-à-vis de ce nouveau coronavirus. Alors, il reste des incertitudes. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec le conseil scientifique quand on dit qu'il va y avoir une reprise de l'épidémie. Il y a sur les mesures à prendre aussi, on n'est pas tous forcément d'accord, mais ce que je vous ai dit là, pour moi, est un peu, en tout cas, la position du conseil scientifique auquel j'appartiens, et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. D'accord, merci beaucoup pour cette introduction. Il y a déjà quelques questions qui sont posées. Donc, moi j'ai quand même aussi, pour donner le temps un peu aux gens de former d'écrire leurs interrogations et de te les poser. Moi, j'ai une question sur déjà la composition du conseil scientifique. Maintenant, alors je sais que vous avez fait des notes appelant à l'élargissement des expertises, notamment vis-à-vis des représentants de patients et d'usagers. Alors, c'est dans ma bouche, moi qui suis sociologue, c'est un peu bizarre, mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu des économistes ou des représentants d'usagers ou de citoyens dans ce conseil scientifique au moment où il a fallu prendre cette décision? Alors, le conseil scientifique, c'est déjà une initiative en France tout à fait nouvelle, hein, qui a été décidée dans un moment de crise où il fallait effectivement avoir un corps capable de se mobiliser très rapidement, de proposer des avis, hein, qu'on a voulu d'ailleurs publics en réponse à la crise, mais qui devait garder quand même justement cette flexibilité et rapidité d'action par rapport à l'urgence de la crise sanitaire. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est son caractère multidisciplinaire. C'est un conseil scientifique où sont représentées beaucoup de disciplines différentes, incluant, comme tu disais, les sciences sociales, mais également des collègues donc, qui viennent du monde de la clinique, il y a des épidémiologistes, il y a un représentant des médecins généralistes, il y a Franck Chauvin qui est le président du Haut Conseil de santé publique, et puis on a un représentant des associations, hein, Marie-Alette Gras, qui est ATD Quart Monde. Il y a donc vraiment des gens d'univers assez variés, et je crois que ça a été pour nous une force, parce que dans ces moments d'incertitude, où il faut prendre des décisions rapides avec finalement des éléments assez parcellaires selon nos disciplines de chacun, avec des risques importants, je suis désolé, il y a l'interférence, avec des décisions difficiles à prendre, je crois que ce qui nous a en partie sauvés, c'était ce caractère multidisciplinaire. S'écouter mutuellement, à éviter qu'une personne forte de sa discipline, de ses convictions, s'engouffre dans une voie qui aurait pu s'avérer finalement délétère. Et je trouve que cet échange commun qu'on a eu a été vraiment très important dans la construction de nos avis. Donc, voilà, après, on a dû se réunir très vite. On s'est réunis tous les jours, week-end compris pendant 3 mois, 1 à 2 fois par jour. Ça a été une période extrêmement intense, mais peut-être qu'effectivement, comme tu le suggérais, le conseil scientifique n'a pas été assez, n'a pas couvert tous les champs, mais quand même, à mon avis, par rapport à la taille qu'il devait avoir et sa flexibilité, ça a été bien. Par rapport à l'économie de la santé, la question s'est posée. Il y a eu un moment où Jean-François Delfraissy nous a dit on a droit à une personne de plus. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a dit quelque part qu'on avait droit à une personne de plus. Et on a pensé à l'économie de la santé et on a pensé au numérique. Et se posaient à ce moment-là toutes les questions des applications numériques qui pouvaient être utilisées dans le contexte de la lutte contre la Covid. Et du fait de notre
faible taux de connaissance dans ce domaine du numérique. On a préféré choisir donc Emeril Hang, qui est venu nous rejoindre avec toutes ses compétences, plutôt qu'un économiste de la santé, mais qui, je pense, aurait eu sa place. Maintenant, il y a économiste de la santé et il y a économiste tout court. Et le point que je voudrais dire actuellement, c'est qu'il était très important pour nous de rester dans le champ sanitaire. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a proposé un certain nombre de mesures, on était conscient qu'il y aurait des conséquences sanitaires, bien sûr, de nos propositions, mais également économiques extrêmement lourdes. Mais on n'a pas voulu intégrer dans notre mode opératoire et mode décisionnel les conséquences d'autres domaines, comme par exemple l'économie, parce qu'on n'était pas compétent et qu'on se disait, ça, c'est vraiment l'arbitrage politique. Nous, on se prononce sur le risque sanitaire et c'est autopolitique d'intégrer d'autres dimensions sociétales, économiques, pour justement prendre la décision, alors que pour nous, notre rôle était vraiment dans l'éclairage scientifique sur le champ sanitaire. Alors, il y a déjà beaucoup de questions, donc alors je vais essayer de les regrouper, j'ai envie de dire, par thématique, parce qu'elles se recouvrent qu'imparfaitement. Alors, on va continuer par une question qui a trait, j'ai envie de dire, à la composition du conseil scientifique, qui est une question de Thomas Aguilera qui te demande si la place des travaux et les perspectives de sciences sociales dans les discussions et avis du conseil scientifique et dans les prises de décision, quelle place vraiment ça a pris par rapport, même s'il y a une anthropologue et un sociologue qui étaient présents, quelle était la valence de leur parole par rapport à la parole des autres. J'essaie d'interpréter un peu des autres membres du conseil scientifique. Très importante, très importante. Pour moi, ça a été un véritable enrichissement de travailler avec ce conseil scientifique. Ce n'est pas de la langue de bois que je raconte, là, c'est vrai. J'ai vraiment… Alors d'abord, je pense que Jean-François Delfrécy a une ouverture d'esprit qui a permis des débats apaisés, parce qu'on était quand même dans des situations très tendues, mais vraiment gardant une très bonne cohésion dans le groupe. Et pour moi, ça a été d'une richesse incroyable de pouvoir partager un point de vue d'épidémiologiste avec justement les autres disciplines, dont les sciences sociales. Donc non, ils ont eu un poids très important, mais j'ai envie de dire, on a tous contribué. On a très vite appris à fonctionner ensemble au téléphone, parce qu'on ne pouvait plus se réunir en présentiel. Et c'est amusant comment on arrivait à se distribuer les temps de parole de façon assez spontanée, parce qu'on avait pris un peu nos habitudes. Jean-François se chargeant d'aller chercher les avis de ceux qui n'avaient pas, s'étaient pas exprimés, mais ça a bien fonctionné. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions. J'ai des questions qui sont liées, qui sont très intéressantes, toujours liées au conseil scientifique. Nous avons Hélène, je ne sais pas qui c'est, mais qui a une question qui, moi, je trouve intéressante. Il y a eu un conseil scientifique qui a notamment travaillé beaucoup sur la question des solutions et du confinement. Et elle se pose la question, ou il se pose la question de pourquoi avoir créé un organe chargé du déconfinement et dissocié, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un premier point sur ces histoires de confinement. Il y a une question qui revient aussi sur le déconfinement, qui est quelles sont les conditions, enfin je vais ajouter, quelles sont les conditions qui vont rendre possible un reconfinement sélectif, et des conditions qui n'étaient pas réunies au 12, 13 ou 14 mars, au moment où vous avez pris vos décisions. Donc ça, c'est d'abord un premier ensemble de questions. Et j'ai une autre question. Alors là, j'ai un autre groupe de questions qui sont plus, j'ai envie de dire, sur tes compétences. Beaucoup de gens se posent la question de la fiabilité des tests. Premier point. PCR et sérologique. La question du taux d'asymptomatique, est-ce qu'on a une idée du taux d'asymptomatique? Il y a aussi la question de la mutation du virus. Est-ce que si on trouve un vaccin, est-ce qu'il permettra de couvrir, là j'extrapole l'ensemble des possibilités de mutation? Donc voilà, deux ensembles de questions, confinement, déconfinement sélectif, et un deuxième ensemble de questions autour, j'ai envie de dire, à la fois épidémiologique et concernant le virus lui-même. Alors d'abord, la première question sur ce groupe qui a été construit autour de Jean Castex pour organiser le déconfinement. C'était un groupe très opérationnel. Il y avait d'ailleurs deux anciens directeurs généraux de la santé, Didier Houssin et Benoît Vallet. Et finalement, le conseil scientifique était là pour avoir une vue stratégique sur ce qu'il fallait faire pour le déconfinement.
Et le groupe de Jean Castex était un groupe extrêmement opérationnel qui mettait finalement en place la vision stratégique que proposait le conseil scientifique. Alors, quand on sait qu'il y avait des gens comme Didier Houssin, Jean Castex ou Benoît Vallet, vous comprenez qu'évidemment, ils avaient aussi des vues stratégiques. On a beaucoup échangé avec eux. Il y a eu énormément on les a invités évidemment à participer à des sessions du conseil scientifique. On avait des échanges téléphoniques réguliers avec eux. Ils nous ont beaucoup sollicités, donc on a travaillé en très bonne harmonie, mais il fallait un groupe opérationnel pour mettre en musique à l'échelle nationale, mais aussi locale, les recommandations vis-à-vis du déconfinement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il fallait, et nous on n'était absolument pas en capacité de faire ce travail très opérationnel, de identifier dans les structures d'État et à l'échelle aussi bien nationale que régionale ou locale, quels étaient les acteurs qui finalement pouvaient mettre en place les différentes mesures qui étaient proposées. Alors le reconfinement sélectif pourrait-il possible maintenant et pourquoi n'a-t-il pas été fait par exemple au 17 mars? C'est une excellente question. Alors je reviens sur le 17 mars. Le 17 mars, le confinement a été proposé à l'échelle nationale et certains se sont interrogés pour dire finalement il y avait 3 régions très touchées qui étaient le Grand Est, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Pourquoi est-ce que toute la France a été confinée et pas simplement ces 3 régions? Et ce que maintenant nous avons pu voir a posteriori, qui est très, très, très parlant, c'est que déjà, est-ce que le confinement a marché? C'est peut-être une première question. Finalement, il y a d'autres gens qui disent tout ce qu'on a vu, c'est une évolution spontanée, naturelle de l'épidémie. Et puis voilà, il y a un pic, ça redescend. On voit ça avec toutes les épidémies. Et le confinement n'a rien rajouté, etc. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller sur le site du gouvernement, le dashboard, où vous pouvez regarder le nombre de nouvelles hospitalisations par région. Et si vous allez vous regarder région par région, vous cliquez là-dessus, les nouvelles hospitalisations, vous verrez qu'elles ont toutes basculé entre le 31 mars et le 1er avril. Donc ça grimpe de façon exponentielle. Et partout, 31 mars, 1er avril, on atteint le pic et ça redescend. Quelle que soit la région, quelle que soit la date de démarrage de l'épidémie par région, quelle que soit la dynamique de l'épidémie par région. Et qu'est-ce que ça vous dit ça? C'est qu'entre le 17 et le 31 mars, vous avez 14 jours. Il y a 3 jours de délai de déclaration, ça fait 11 jours. Et 11 jours, c'est la durée moyenne entre l'infection et l'hospitalisation. Et si vous regardez région par région, vous verrez que donc on a cette chute du nombre de nouvelles admissions, en fait, 11 jours après la mise en place du confinement. Et c'est ça qui montre que c'est bien le confinement qui a fait baisser les nouvelles admissions et pas l'évolution naturelle de l'épidémie, puisque cette évolution est très, très différente selon les régions. Donc vraiment, le confinement a eu un impact et on peut s'en féliciter parce qu'effectivement, on avait une situation qui était potentiellement critique. Pour les régions de la France qui étaient peu touchées, l'ouest de la France, par exemple, eh bien, vous pourrez regarder, la dynamique épidémique, elle était complètement exponentielle. Et grâce au confinement, on a cassé la vague, alors beaucoup plus tôt, puisque c'est des épidémies qui partaient de plus tard et beaucoup plus bas, mais on a empêché l'arrivée d'une vague épidémique dans les régions qui étaient susceptibles d'en avoir une. Maintenant, si on devait se retrouver à l'octobre prochain avec une nouvelle redémarrage d'épidémie qui se ferait de façon très locale, peut-être parce qu'il y a un cluster critique comme ce qui est arrivé en Allemagne récemment, où ils ont un abattoir avec 1500 personnes et possiblement une propagation autour. On serait aujourd'hui capable de confiner régionalement. Pourquoi? Parce que dans les autres régions qui sont autour, on a aujourd'hui les capacités de surveillance, de tests, donc de dépistage, de traçage, d'isolement des cas et des contacts qu'on n'avait pas au 17 mars, mais qui nous permettraient aujourd'hui de surveiller ailleurs que dans la région qu'on va confiner. Donc, on est dans une situation différente et aujourd'hui, grâce à nos capacités de surveillance et de dépistage, on serait en mesure, effectivement, de ne confiner que régionalement, ce qui n'était pas possible le 17 mars. Alors maintenant, les questions des tests, fiabilité des tests. Alors, la PCR, c'est le test qu'on fait avec un prélèvement nasopharyngé, on vous met un tube dans le nez et on regarde si vous avez du virus actif. Ce test-là a une sensibilité qu'on dit de 80%, ça veut dire que sur 10 personnes qui sont infectées, on en détectera 8 comme infectés, puis il y en a 2 qu'on va rater. Et pourquoi est-ce qu'on les rate? Ce n'est pas que le test ne marche pas, mais c'est que le prélèvement aurait pu ne pas être bien fait. C'est-à-dire que c'est un prélèvement qui n'est pas très agréable pour ceux d'entre vous qui l'ont eu. Et il se peut que la personne a bougé ou que la personne qui a fait le prélèvement n'est pas remontée assez haut. Et du coup, vous n'avez pas de virus sur le prélèvement,
mais la technique de laboratoire, elle marche. C'est juste que votre prélèvement a été mal fait. La sérologie, c'est celle qui permet de dépister des anticorps qui vont vous dire si vous avez été infecté. Donc, on va vous faire une prise de sang, on regarde si vous avez des anticorps, et ce test sérologique, lui, aujourd'hui, il est considéré comme fiable. Il n'a pas été le cas au début. Les tout premiers tests pouvaient soit passer à côté de personnes qui avaient été infectées, soit donner un résultat positif à des gens qui n'étaient pas infectés. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a maintenant un test qu'on peut considérer pour les derniers tests qui viennent d'être produits comme des tests qui sont à la fois sensibles et spécifiques, donc qui sont fiables. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on se rend compte que les anticorps que l'on produit après l'infection, y compris après les formes bénignes, semblent rester présents assez longtemps et ont un caractère qu'on appelle neutralisant, c'est-à-dire protecteur. Le taux d'asymptomatique, donc la proportion de personnes qui, infectées, ne développent aucun symptôme, je pense chez les adultes doit être entre 20 et 40%, c'est les estimations qui circulent. Ça reste des estimations, c'est très difficile à identifier puisqu'ils sont asymptomatiques. Donc, il y a à la fois des travaux de modélisation puis d'autres types d'enquêtes qui permettent d'y répondre, mais c'est une approximation. Et chez les enfants, ça pourrait être probablement plus de la moitié des enfants qui sont asymptomatiques. On sait que les enfants font des formes mineures de la maladie, mais ils vont aussi, pour plus de la moitié d'entre eux, ne pas faire de symptômes du tout. Alors, les gens asymptomatiques, il faut distinguer deux catégories. Il y a ceux qui sont ce qu'on appelle en période pré-symptomatique, dans les 2 jours qui précèdent l'apparition des symptômes, et ceux-là sont très contagieux dans les 2 jours qui précèdent l'apparition des symptômes. En revanche, il y a des gens qui vont rester totalement asymptomatiques, ils ne vont jamais développer de signes cliniques. Ceux-là sont vraisemblablement moins contagieux, mais on a très peu de données là-dessus. Enfin, dernière question sur mutation du virus et vaccin. Eh bien, c'est un virus qui mute peu pour l'instant. Aucune des mutations qui a été identifiée n'a à ce jour pu être formellement rattachée à soit une transmissibilité plus forte du virus, soit une virulence plus importante du virus. Mais peut-être que ça va arriver, parce que c'est quand même des virus qui sont donc des virus capables de muter. Et par rapport au vaccin, ça n'est pas un souci aujourd'hui. On pense que cette capacité du virus à muter ne devrait pas empêcher un vaccin de fonctionner. La vraie difficulté, c'est d'avoir un vaccin qui marche tout seul, déjà, sur les souches actuelles. Et ça, malheureusement, on n'y est pas encore. Alors justement, j'ai une question d'Adrien, parce que je la rattache, j'essaie de grouper par thème, qui demande s'il n'y a pas des souches différentes du virus selon les différents continents. Alors, il y a des souches différentes. Le virus bouge un peu. Il y a 2 mutations par mois à peu près qui sont enregistrées par rapport à ce virus. Donc, il circule depuis 6 mois. On est déjà à 12 mutations importantes. En moyenne, après, il y a des souches qui ont pu diverger un peu plus que d'autres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un effet fondateur, c'est-à-dire que si c'est une souche donnée qui part quelque part, elle va être la première à occuper l'espace, donc elle va être plus importante, et c'est ce qui explique pourquoi il y a des souches différentes par continent. Mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'arguments suffisants pour dire qu'une souche est plus transmissible ou plus virulente, même s'il y en a une sur laquelle on regarde, il y a une mutation sur un site qu'on appelle 614, qui nous intéresse tous beaucoup, où la communauté scientifique se déchire actuellement, mais pour l'instant, le consensus reste que cette mutation n'est pas associée à une plus grande transmissibilité ou virulence. Peut-être que la suite va nous montrer que finalement, c'était une souche un peu plus agressive, mais on n'en a pas encore évidence. Alors, j'ai 2 questions qui sont sur la réouverture des frontières hors Schengen. Est-ce que vous avez, et qui me permettra d'enchaîner aussi avec les modèles épidémiologiques, est-ce que vos modèles épidémiologiques tiennent compte des risques, d'abord les modalités pratiques de cette réouverture, les risques que ça fait craindre, et est-ce que ce sont des risques que vous appréhendez dans le cadre de modèles épidémiologiques? Et dernière petite question qui m'est posée, c'est est-ce que cette épidémie n'a pas vraiment fragilisé les modèles épidémiologiques tels qu'ils existaient jusqu'à maintenant? Alors, sur la première partie, les frontières. Les frontières, c'est toujours très compliqué. Et puis, des mesures peuvent être pertinentes à un moment et ne pas être pertinentes à un autre moment. Si vous n'avez pas de virus sur votre territoire et qu'il y a du virus dans d'autres pays autour, évidemment, vous pourriez être tenté de bloquer les frontières en vous disant « je ne veux pas que le virus soit introduit ». Ce qu'on sait néanmoins, c'est que bloquer des frontières, c'est extrêmement difficile. On arrive toujours à passer autour. À la limite, on aurait pu se dire au début, on interdit à tous les vols de Chine d'atterrir en France. À ce moment-là, quelqu'un qui part de Chine va partir par Singapour et puis arriver du vol de Singapour. Donc, vous n'aurez pas bloqué pour autant votre frontière. Le seul pays d'ailleurs qui avait interdit les vols de la Chine, c'est l'Italie. Et l'Italie a été touchée, comme vous le savez, en Europe, la première et le plus durement. Donc, le blocage des frontières, c'est jamais complètement hermétique. C'est quand même très difficile.
Après, il y a un moment où, dans votre pays, vous avez une épidémie très importante. Bah, là, qu'on rajoute un peu de virus qui viennent de l'extérieur ou pas, ça n'a aucune importance. C'est plutôt les autres pays autour de vous qui pourraient s'inquiéter de l'épidémie que vous avez chez vous et d'exportation à partir de chez vous. Nous, on arrive à une phase maintenant où, pour l'Europe en général, on a une situation assez homogène, où les pays ont contrôlé leur épidémie. Et du coup, je pense qu'en inter-européen, il n'y a pas de problème de circulation des personnes. En revanche, va se poser effectivement le problème de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui arrivent de pays où le virus circule beaucoup. Alors, bloquer la frontière complètement, on sait que ça ne marche pas bien, je viens de vous l'expliquer, les gens peuvent contourner très facilement. On peut proposer une quatorzaine à l'arrivée, dire aux gens, vous arrivez d'un pays où le virus circule beaucoup, on va vous proposer de rester 14 jours en quatorzaine avant de pouvoir circuler. Ça peut aller pour un étudiant qui revient s'installer en fait dans sa famille parce qu'il va rester pour le long terme. Un businessman à qui vous dites, vous allez dans tel pays, vous faites 14 jours à l'hôtel, trouvez ça très compliqué. C'est ce qui se passe actuellement avec l'Angleterre. Donc, non, c'est vraiment des décisions difficiles. Et sur les pays autres que de l'espace Schengen, on va effectivement pointer quelques pays où l'épidémie est très active, proposer probablement des mesures de quatorzaine à l'arrivée. Maintenant, leur application et leur respect, pas simple. Alors, l'autre question, après, c'était les modèles épidémiologiques. Alors, les modèles épidémiologiques, dans cette épidémie, nous ont été très utiles, très importants, parce qu'il faut comprendre qu'au 12 mars, on était dans une situation d'incertitude complète. On savait globalement qu'il y avait des patients en réanimation avec ces nouvelles formes cliniques très sévères de pneumopathie inflammatoire. Le nombre de morts était encore très limité. C'était le tout début de l'épidémie vraiment active en France, sur les 15 premiers jours de mars. Et on avait cette situation en Italie, critique, qui nous montrait que les choses pouvaient aller extrêmement vite. Et quand on rajoutait les modèles épidémiologiques qui prenaient une croissance exponentielle de l'épidémie à ces constatations qu'on avait sur le nombre de patients en réanimation qui étaient approximatifs, et puis sur la situation italienne, on se rendait compte que si on laissait l'épidémie évoluer, on allait se retrouver dans une situation vraiment, je pourrais dire, catastrophique, sur en tout cas le Grand Est et l'Île-de-France. Et c'est à partir de là que les décisions, les avis ont été proposés qui nous ont amenés assez rapidement à un confinement. Vous avez un papier qui a été publié dans la revue Science de l'équipe de Simon Kochmes de l'Institut Pasteur, qui vous détaille ces modèles épidémiologiques, et vous serez surpris de la qualité de l'adéquation entre les données observées et les données prédites par le modèle, qui laissent entendre que les modèles, ils percevaient quand même bien la grande tendance du phénomène. Alors les modèles, il faut savoir que c'est un outil parmi d'autres, on ne les utilise jamais tout seul. Il faut les confronter effectivement aux données de surveillance dont on dispose en parallèle, à tout un ensemble de signaux qu'on a, mais dans ce contexte, pris collectivement avec l'ensemble des signaux, les modèles peuvent vraiment aider à guider la décision. Et là, je pense, sur cette épidémie, on joue un rôle très important. J'ai deux questions toujours sur la dynamique de l'épidémie et les données. Une première question, je rassure tout le monde, je vais les poser toutes, mais j'essaie de les organiser. Une question sur la crédibilité, la fiabilité des données chinoises. Alors en mars, qu'est-ce que vous vous dites et maintenant encore? Sur les données chinoises, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la période où l'épidémie était extrêmement active dans la province de Hubei et où les Chinois ont, comme tous les autres pays, fait face à des difficultés de capacité à tester avec les réactifs qui étaient disponibles. Donc, ils ont certainement eu une pénurie d'échantillons, pénurie de tests, comme tous les pays au moment de la phase la plus active de l'épidémie ont connu. Et je voudrais vraiment mettre en garde contre des statistiques que moi, je n'utilise absolument jamais, parce qu'elles ne sont absolument pas fiables, qui sont le nombre de cas. Quand on vous dit il y a tant de cas dans tel pays à tel moment, on sait tous que c'est très dépendant de la capacité à tester, des stratégies de dépistage, des indications du test. Il y a des pays qui testent beaucoup, il y a des pays qui testent peu, et évidemment, vous allez avoir plus ou moins de cas selon ces stratégies et la disponibilité des tests et leurs indications. Moi, je ne regarde jamais ces données qui ne m'apportent absolument rien. Ce que je regarde, c'est les hospitalisations pour Covid
c'est les passages en réa pour Covid, c'est les décès éventuellement, toutes causes confondues, parce que les décès, faire la part des choses entre est-ce que c'est le Covid ou pas qui était responsable du décès, c'est très difficile. Et là, vraiment, on arrive à avoir des données fiables. Alors, elles ne sont pas complètement instantanées, il y a un petit décalage avec l'hospitalisation et la réanimation, mais là, vous avez des données fiables. Si maintenant, je regarde rétrospectivement ce qui s'est passé dans la province de Hubei, on a quelques données sérologiques qui nous disent que 5% de la population de Hubei aurait été infectée. Ça me paraît un peu. Hein. Je pense qu'ils ont été dans une zone très touchée, qui est comme le Grand Est ou la région parisienne. Donc, j'aurais volontiers plutôt 10%, mais enfin, on a des données très parcellaires. Mais on est dans cet ordre de grandeur. Vous avez 50 millions de personnes qui vivent dans la province de Hubei. Si vous prenez 10% d'infectés, ça fait 5 millions. Si vous appliquez un taux de 5 pour 1000, ça vous fait 25 000 décès. Finalement, qui est le nombre de 5 pour 1000, c'est le nombre de décès par infection. Finalement, on n'est pas très loin des chiffres qu'ils ont annoncés. Donc, les chiffres de décès, je pense, pour moi, restent plausibles avec la situation qui a été connue. Après, le nombre de cas qui ont été annoncés, non, très inférieur à la réalité, mais ça, c'est vrai partout. Voilà, je suis… donc, les données chinoises, je crois qu'elles ont souffert comme partout de se fier au nombre de cas, qui est toujours une très forte sous-estimation. Sur le nombre de décès, probablement pas très proche de la réalité. On en saura un peu plus un autre jour. Et pour moi, le vrai problème avec les données chinoises a plus été au tout début, où, quand on nous a raconté l'histoire du marché de Wuhan, il y avait vraiment une question qu'on posait aux autorités chinoises et à laquelle ils ont beaucoup tardé à répondre, qui était: est-ce que des personnels soignants ont été infectés? Parce que si des personnels soignants étaient infectés, c'était la preuve qu'il y avait une transmission interhumaine avec l'émergence de ce nouveau coronavirus. Or, c'est une toute autre histoire. Si vous avez un virus qui sort du monde animal, comme on le supposait, puisque c'était le marché de Wuhan, et qui infecte quelques personnes, mais qui ne se transmet pas de personne à personne, hein, comme la grippe aviaire H5N1, qui tue 50% des gens, mais ne se transmet pas de personne à personne, et puis un virus qui vient d'émerger de l'animal, mais qui se transmet de personne à personne, parce que là, il y a un risque épidémique, voire pandémique. Et là, les autorités chinoises ont attendu, je crois, jusqu'au 23 janvier, pour nous dire qu'il y avait des personnels soignants infectés, alors que cette information n'est pas difficile à avoir, et qu'il avait très vraisemblablement beaucoup plus tôt, et qu'avoir eu cette information beaucoup plus tôt nous aurait permis de savoir immédiatement qu'on était face à un risque épidémique, voire pandémique. Et là, je crois qu'il y a eu un défaut de communication important. Alors, j'ai une question, enfin, il y a deux questions qui vont à peu près dans le même sens et puis qui rejoignent moi aussi un centre d'intérêt. Et puis, tu nous as dit tout à l'heure que tes indicateurs importants étaient le nombre d'hospitalisations en service Covid, puis éventuellement le passage en réa, puis éventuellement l'intubation, puis éventuellement le décès, et que ça, c'était des éléments qui étaient des éléments très importants pour évaluer. Comment dire, ce sont des informations qui, par définition, cadrent le problème de manière très médicale et aident peu à penser d'abord les questions plus larges de santé publique. Est-ce que cette crise ne va pas renforcer j'ai envie de dire, le tropisme biomédical des politiques de santé françaises, très axé sur le curatif, peu sur la santé publique. Et quelqu'un nous pose cette question importante. On s'est beaucoup intéressé à l'hôpital, on s'est peu intéressé au médico-social qui pourtant s'occupe des personnes handicapées, qui s'occupe aussi des personnes âgées. On sait qu'il y avait des chaînes de transmission. On a vraiment beaucoup concentré à la fois son effort intellectuel et les moyens sur l'hôpital au détriment. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle, pour reprendre le titre du livre d'Aquilino Morel qu'il écrivait en 1996, une nouvelle défaite de la santé publique qui va contribuer encore à la marginaliser? Et je sais que Lucien Benaïm aussi se pose ces questions-là. Les chiffres que je donne sont basés sur l'hôpital parce que c'est les chiffres fiables. À l'hôpital, on a un diagnostic fiable et les gens, quand ils tombent malades, inévitablement, s'ils vont très mal, ils finissent à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on a une exhaustivité à l'hôpital qu'on n'a pas ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse dans le chiffre. Ce n'est pas par son caractère clinique, mais c'est parce que c'est un chiffre qui est fiable, parce que exhaustif, parce que les gens n'ont pas le choix quand ils vont vraiment mal, que d'aller à l'hôpital. Donc là, on capture tous les cas qu'on est incapable de capturer quand on est en population. Et c'est à partir des chiffres d'hospitalisation et de réa qu'on peut reconstruire justement ce qui se passe en population. On sait par exemple que pour une personne hospitalisée, il y a eu 30 personnes infectées 12 jours plus tôt. Et pour une personne qui vient en soins intensifs, on sait qu'il y a eu 200 personnes infectées X jours plus tôt. Donc c'est grâce à ça qu'on a finalement une vue globale de ce qui s'est passé en société. Mais l'intérêt du chiffre
de l'hôpital, c'est qu'il est justement fiable parce qu'il est exhaustif, alors que tous les autres capteurs qu'on a en société sont incapables d'avoir une vue exhaustive de la circulation du virus. En revanche, je ne partage pas l'analyse de dire que cette crise renforce le médical parce qu'on n'a pas de traitement. Du coup, le médical a été au contraire complètement pris en défaut dans une crise où on n'a pas pu apporter une réponse curative, typiquement clinicienne, médicale, à cette crise. Les personnels soignants ont fait un travail fantastique de prise en charge de patients, mais avec des traitements qu'on appelle symptomatiques. On n'a toujours pas de traitement efficace contre ce nouveau coronavirus et c'est bien la preuve que la clinique, la médecine ne suffisent pas pour gérer une crise comme celle-là. Donc j'espère qu'à l'issue de cette crise, on se rendra compte que c'est effectivement dans la prévention et dans l'anticipation qu'on peut prévenir des crises de cette nature et pas malheureusement par une prise en charge clinique qui, je l'espère, viendra quand on aura enfin des traitements efficaces, mais qu'on n'a pas eu pendant cette crise. Donc dans notre façon de réfléchir sur ce qui s'est passé, j'espère qu'on pourra faire un argumentaire solide pour dire que non, ce dont on a besoin, c'est un renforcement en santé publique. Au contraire, pour une surveillance capable de détecter des événements précoces et d'appliquer justement ce qu'on peut faire en termes de, dans ces situations-là, on n'a pas de traitement et que c'est un virus extrêmement contagieux par voie respiratoire, d'isoler, etc. Ce qui est malheureusement un aveu de défaite de la clinique, mais c'est ce qui nous reste pour contrôler un virus pareil. Et alors, pourquoi on n'a pas d'enquête en population générale? Parce qu'on a des enquêtes en population générale, y compris sur des sujets très compliqués à explorer, comme l'usage de drogue, parce que c'est une pratique illicite. Pourquoi on n'a pas développé des enquêtes en population générale qui nous permettent d'estimer le nombre d'asymptomatiques de manière plus précise, le taux de contamination de manière plus précise, etc., etc. Ces enquêtes ont lieu actuellement. Il y a deux enquêtes, deux très grandes enquêtes qui regroupent 200 000 personnes chacune. EPICOV, qui est un échantillonnage représentatif de la population française et qui va répondre à toutes ces questions. Donc, les questionnaires ont déjà été administrés. La partie plus difficile de la prise de sang et de l'analyse pour savoir qui a été infecté est en cours. Et il y a une autre grande enquête qui s'appelle SAPRIS, qui regroupe des cohortes existantes, Constance, Nutrinet, ELF, Eden, et qui, là aussi, 200 000 personnes, va nous apporter ce type d'informations. Alors, il y a un point que tu as soulevé tout à l'heure que j'ai oublié de mentionner, qui est très important, qui est quelque chose qu'on a appris avec cette épidémie et qui n'est pas propre à la France, mais également vu au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui est que ce sont les populations les plus défavorisées qui ont le plus souffert de l'épidémie. Donc, on s'est rendu compte que c'était effectivement sur la banlieue nord de Paris qu'on avait eu l'épidémie la plus forte. Et que ce soit donc en Angleterre ou aux États-Unis, c'est effectivement les populations les plus défavorisées. Et là, je pense que ce sera très intéressant d'essayer de comprendre comment, quelles étaient la conjonction de facteurs qui ont fait que c'est ces populations qui ont été les plus touchées. Il y a, et là, il faudra voir l'accès aux soins, il faudra voir des questions de la qualité des soins, il faudra voir des questions sur les comorbidités existantes, comme le surpoids, le diabète, qui, on sait, favorisent les formes graves. Et puis, tout ce qui a pu être fait en communication. Il y a aujourd'hui les ARS de l'Île-de-France et de l'Hauts-de-France ont des initiatives qui sont très intéressantes où ils vont au-delà des populations dans ces régions pour leur proposer de se faire tester parce que beaucoup n'ont pas un généraliste, par exemple, et du coup n'ont pas d'accès aux tests. Et finalement, ces enquêtes sont très bien perçues. Ils ont une forte participation et ils offrent un diagnostic à des populations qui sont habituellement difficiles à atteindre. Et ça, c'est des choses qu'il faudra dont il faudra se souvenir si l'épidémie redémarre. Il faudra vraiment remettre en place ces antennes de surveillance parce qu'elles peuvent nous aider dans les régions qui sont possiblement les plus touchées à détecter des foyers épidémiques débutants. D'accord. Et justement, j'ai deux questions sur, en fait, une interrogation sur la dynamique de l'épidémie en Afrique. Interrogation partagée. C'est un Oui, d'accord. C'est très compliqué pour nous. On se réjouit du fait que l'épidémie se développe extrêmement lentement en Afrique parce que les systèmes de santé ne seraient pas capables d'absorber des patients en réanimation. Alors, on connaît tous les arguments de la chaleur. C'est un virus qui n'aime pas la chaleur. Les gens vivent beaucoup dehors. C'est un virus qui se répand en milieu confiné. Il y a une population très jeune en Afrique. Alors, c'est chez les plus de 60 ans que se trouve la mortalité. Mais la vraie question et interrogation que j'ai est qu'on a quand même un développement lent de l'épidémie en Afrique. C'est-à-dire que l'épidémie n'est pas nécessairement contrôlée. C'est très lent, très progressif, mais pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Et ma seule inquiétude, c'est qu'on ait finalement une progression très lente, mais inexorable, qui fasse qu'à un moment, on atteigne des seuils critiques où la prise en charge des patients va devenir très difficile.
Et maintenant, sur la dynamique de l'épidémie, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a vécu dans l'hémisphère nord. Et il faut aussi savoir que les épidémies de grippe ne sont pas du tout de la même nature. Il n'y a pas en Afrique équatoriale une grippe saisonnière comme on la connaît dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Et donc, vraisemblablement, ça a quelque chose à voir quand même avec la circulation des virus respiratoires qui, pour la grippe, est beaucoup plus endémique. Il y a peu de circulation de grippe tout au long de l'année, mais il n'y a jamais des grandes pics épidémiques de grippe en Afrique. Donc, espérons en tout cas qu'ils ne se retrouveront jamais dans une situation critique parce qu'évidemment, avec les systèmes de santé fragiles, ça peut être très difficile de prendre en charge les patients. Alors, j'ai une question de la même chose sur l'Indonésie et Bali, où visiblement il y a des très petits chiffres de décès. Alors, il y a toujours aussi la question de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une sous-déclaration dans ces pays parce que les modalités de dépistage ne sont pas les mêmes, etc. C'est probablement vrai, mais s'il y avait un afflux de patients dans les services de réanimation, comme ce qu'on a connu dans le nord de l'Italie, la France et l'Espagne, ça se saurait, et ça ne se voit pas. Il y a un pays qui a été touché tout au début et qui n'a jamais eu d'épidémie, deux pays même, c'était Cambodge et Vietnam. Cambodge, Vietnam et Thaïlande, pardon. Thaïlande a été le premier pays touché après la Chine. Ils ont eu 40 cas assez vite. Ils ont mis en place quelques mesures, mais pas si draconiennes que celles qu'on a dû prendre en Europe. Et ils n'ont jamais eu d'épidémie majeure. Ça a progressé, mais ça n'a jamais été majeur. Au Cambodge, ils ont eu quelques cas isolés. Ça a grimpé. On a quelques centaines de cas aujourd'hui. Très peu de mesures de contrôle strictes. Il ne s'est rien passé. Et le Vietnam, là, oui, il y a eu des politiques beaucoup plus strictes de contrôle, mais aussi d'épidémies très contenues. Donc, il y a quand même une véritable énigme. Et ça se passe quand même quelque part, je pense, entre la chaleur et la vie en milieu extérieur, mais pas absolument sûr. D'accord. Alors, j'ai une question sur le port du masque d'un point de vue de l'épidémiologie et d'un point de vue de l'infectiologie. Le masque semblait utile et on avait des éléments avec ce qui se passait en Asie. On avait des éléments dès mi-mars. Pourquoi le Conseil scientifique a-t-il tardé à donner des recommandations claires sur le sujet? Si j'ai bien compris votre question, Laurent. Alors, de mémoire, dans le premier avis qu'on a dès le 12 mars, les masques sont mentionnés, donc je ne crois pas qu'il y ait eu de recommandations tardives sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre en revanche, c'est que notre compréhension de l'utilité du masque, elle a évolué avec les connaissances scientifiques. Et d'ailleurs, l'OMS, seulement très récemment, a modifié son avis sur l'utilité des masques. Le masque, depuis le début, on sait qu'il protège ces fameuses gouttelettes, les postillons, qu'on émet et qui tombent à 1 mètre, qui peuvent affecter quelqu'un si cette personne reçoit les postillons sur le visage ou si cette personne touche une surface qui est contaminée par les postillons ou serre la main de quelqu'un qui est infecté, qui s'est contaminé avec ses propres postillons. Donc, d'où l'usage du masque qui à la fois protège à partir de porteurs parce que ça évite les postillons de sortir, et puis si vous êtes en face, ça couvre au moins votre nez et votre bouche. Donc, le masque est utile dans le contexte de ces fameux postillons, en plus de la distance physique d'1 mètre qui permet d'éviter et l'hygiène des mains qui vous permet aussi de ne pas vous infecter si vous touchez une surface contaminée. Là où les choses ont changé et sont devenues plus compliquées, c'est par rapport à ce qu'on appelle des aérosols, qui sont des particules beaucoup plus petites que les postillons et qui de fait ont la capacité de rester en suspension dans l'air. Or, ces particules de quelques microns, normalement, ne contiennent pas de virus parce qu'elles sont trop petites. Mais avec ce nouveau coronavirus, il y a certains sujets, les fameux supercontaminateurs, qui ont des concentrations virales tellement élevées dans la gorge qu'ils sont susceptibles, même dans ces particules de quelques microns, d'y avoir des virus qui, eux, restent en suspension dans l'air. Et c'est ce qui expliquerait les transmissions en milieu confiné. Alors, on n'avait pas ça avec le coronavirus du SRAS, qui, lui, était dans le fond des poumons. Mais on a ça avec ce nouveau coronavirus où les concentrations sont beaucoup plus importantes dans le fond de la gorge, y compris en période pré-symptomatique, 2 jours avant le début des symptômes, et au tout début de la période symptomatique. Et c'est cette capacité qu'ont des supercontaminateurs, en parlant, d'émettre des particules extrêmement fines qui peuvent contenir du virion qui reste en suspension, qui fait qu'on a des transmissions en milieu confiné. Et dans ce contexte, qu'est-ce qui aide? C'est aérer, des systèmes de ventilation qui marchent et éventuellement le masque. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui fait qu'effectivement, notre compréhension de l'utilité du masque a évolué en allant au-delà d'une protection par rapport aux postillons pour se protéger de ces aérosols et des transmissions en milieu confiné.
D'accord. Alors, j'ai une question sur quelle est ton opinion sur la stratégie suédoise? Alors, la stratégie suédoise était intéressante parce que c'était finalement, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mi-mars, il y a 3 pays qui ont dû confiner parce qu'il fallait sauver les réanimations qui étaient prises d'assaut par les patients. Et c'était l'Italie, l'Espagne et la France. Et là, il n'y avait pas le choix. On devait bloquer immédiatement parce que sinon, on allait avoir des réanimations complètement débordées. Donc, le confinement a été mis pour protéger les réanimations d'abord. Il y a d'autres pays qui étaient plus vers le nord de l'Europe, qui n'avaient pas vécu un foyer épidémique aussi intense que l'Italie, la France ou l'Espagne, et qui du coup avaient le choix. Ils pouvaient se dire, la vague épidémique, elle n'est pas encore arrivée chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, quasiment tous ces pays ont opté pour un confinement parce qu'ils ont vu la brutalité de la vague épidémique en France et en Italie et en Espagne. Ils se sont dit, on ne va pas prendre de risques, on confine, même si on ne le fait pas parce qu'on a le couteau sous la gorge avec un afflux de patients vers les réanimations. Il y a que 2 pays qui ont fait un peu différemment. Il y a les Pays-Bas qui n'ont pas confiné de façon aussi stricte, et puis il y a la Suède qui s'est dit, on va essayer de traverser cette crise sans confiner, un peu comme l'ont fait les pays d'Asie que j'ai cités plus tôt, comme Hong Kong, Taïwan ou la Corée du Sud. Simplement, ils ont compté beaucoup sur la discipline individuelle, qui a probablement assez bien marché. Je pense que les gens étaient disciplinés, ça a bien fonctionné. Et puis, un certain nombre de fermetures, mais relativement partielles, pour essayer de garder une vie sociale et économique. Je pense que c'était une expérience vraiment intéressante, qui malheureusement a échoué, parce qu'il y a un domaine dans lequel ils n'ont pas été assez vigilants, mais beaucoup de pays ont été pris par surprise aussi, c'était les EHPAD, où quand le virus s'introduit dans un EHPAD, il se propage extrêmement vite. Et une grosse partie de la mortalité suédoise est due à une mortalité qui a eu lieu dans les EHPAD. Et là, ils n'ont pas été assez vigilants sur vraiment le dépistage très précoce et les mesures très strictes dans les EHPAD pour prévenir l'introduction du virus. Et puis, finalement, on se rend compte que le virus a continué à diffuser et que le bilan en termes de mortalité continue de s'alourdir en Suède, au point que l'épidémiologiste qui a prôné cette pratique en Suède disait la semaine dernière qu'il regrettait de ne pas avoir confiné, et donc il faisait en quelque sorte ses excuses en disant qu'il pensait s'être trompé. Alors, ce qui est aussi ironique pour la Suède, c'est que le bénéfice économique qu'ils auraient pu tirer de ne pas confiner, ils ne l'ont pas eu finalement, en tout cas pas au point qu'ils auraient pu l'avoir, parce qu'ils ont souffert du ralentissement économique européen de façon plus généralisée. Et du coup, ils se retrouvent avec une mortalité assez forte et un gain en termes d'économie qui n'est pas celui qu'ils escomptaient. Et donc, un bilan que eux jugent maintenant de façon négative. Je pense que néanmoins, c'est vraiment vers des solutions de ce type qu'il faudrait que nous, on s'oriente à l'automne, quand le virus va revenir, parce qu'une fois de plus, on veut pouvoir à la fois contrôler la circulation du virus, mais ne pas couper notre vie sociale et économique. Alors justement, il y a plusieurs questions sur les stratégies de communication et de prévention autour de ce reconfinement plus sélectif, peut-être avec moins de privation de liberté. Mais avant ça, est-ce que quand tu parles de la Suède et que tu considères que la gestion des EHPAD a été compliquée, est-ce que tu penses qu'en France, on a mieux fait pour les EHPAD? Alors en France, ça a été très dur, les EHPAD aussi. Mais beaucoup de pays ont énormément. On a été surpris de la rapidité avec laquelle le virus circulait dans les EHPAD. Les personnes âgées qui faisaient des infections n'avaient aucun symptôme typique. C'était juste une fatigue quelquefois. Donc aussi, le dépistage était plus tardif. Et il y a eu en France un plan qui a été mis spécifique sur les EHPAD. Mais je pense que comme beaucoup de pays, on a été pris par surprise sur la rapidité avec laquelle le virus se répandait dans les EHPAD. Et puis, il faut savoir que les décisions à prendre dans les EHPAD étaient très difficiles parce que tous les gens qui connaissent bien la pathologie des personnes âgées et leur psychologie savent que isoler, confiner en chambre des personnes âgées, c'est entraîner un glissement pour ces personnes vers une régression complète de leurs facultés physiques et mentales. Et donc, il y avait des mises en garde très fortes contre le confinement en chambre qui avait des conséquences majeures sur les personnes. Plus l'arrêt des visites aussi, qui était vécu comme, là aussi, le seul lien pour ces personnes à l'extérieur. Donc, les arbitrages qui ont été faits avec les gériatres ont été difficiles à prendre. Et peut-être que maintenant, on a trouvé les bons dosages, mais qu'au début, ça a été très, très compliqué de pouvoir se décider. Il est 12 heures, donc je vais prendre encore une question, Henri, mais je vais devoir vous abandonner parce qu'on a malheureusement… Alors, je vais prendre… D'accord, bien sûr. Réunion qui démarre, là. Alors, je suis désolé pour tous ceux, c'était compliqué, tu as déjà répondu beaucoup, on a posé beaucoup de questions. La dernière question de Monsieur Noguez,
Noguez, Étienne. Ah bah oui, Étienne Noguez, je le connais. Quel est le poids des risques du Covid par rapport aux autres risques liés aux mesures prises contre le Covid, notamment le confinement, report de soins, violences conjugales, sous-alimentation, suicide, etc. Alors, c'est une excellente question, hein. Il y a toutes les mortalités hors Covid qui sont déclenchées par le confinement, qui, dès le premier jour, faisaient partie aussi de nos inquiétudes. Et vous le verrez dans les avis, hein. On a, je crois, dès l'avis 3, le 17 mars, mentionné qu'il était très important de surveiller les autres pathologies parce qu'elles allaient souffrir de ça. À court terme, on a été finalement surpris d'une relative faible mortalité hors Covid, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit très important. Il y a probablement eu une surmortalité d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux qui n'ont pas consulté assez vite. Ça, c'est les pathologies aiguës de court terme, mais pas si importantes. Et il y a eu surtout une sous-mortalité qu'on n'avait pas du tout anticipée, qui fait que quand les gens sont mis à l'arrêt, il y a eu une diminution de mortalité cardiovasculaire notamment, parce que quand les gens font des efforts, etc., ils peuvent déclencher leurs infarctus et tout le reste. Donc, il y a le bilan finalement, puis vous avez vu les accidents de la route, enfin des choses comme ça, hein, qui se sont rajoutés, qui font que le bilan sur le court terme, en termes de mortalité, n'a pas été aussi important, mortalité hors Covid, que ce que l'on craignait au départ. Maintenant, sur les pathologies de long terme, oui, certainement, hein, les décalages d'opérations, d'intervention, notamment sur les gens qui ont des pathologies cancéreuses, etc., vont avoir un impact. Il est trop tôt pour le mesurer. Et c'est quelque chose qui est à redouter. Et toutes les mesures, hein, de strict confinement, etc., qui ont été prises dans le passé, se sont accompagnées. Alors, on n'a jamais eu des confinements de ce type-là, hein, mais si je reprends alors, dans un contexte très, très différent, hein, les épidémies d'Ebola en Afrique, eh bien, il y a plus de morts du paludisme, de gens qui ne vont pas consulter parce qu'ils ne veulent pas aller dans les centres de santé, que par exemple de morts d'Ebola. Bon, c'est un exemple qui ne s'applique pas du tout à la France, mais c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui se viennent dans des contextes variés et dont on est tout à fait au courant. Sur le court terme, ça s'est mieux passé que ce qu'on redoutait. En revanche, sur le moyen et long terme, on va l'apprendre maintenant et effectivement, il faut redouter qu'il y ait une augmentation de la mortalité. Bon, je suis vraiment désolé de vous abandonner là-dessus. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais voilà, j'ai une réunion importante qui démarre maintenant. Et puis, Henri, je serai à votre disposition pour renouveler l'exercice à un autre moment. En tout cas, j'étais très heureux d'avoir cette opportunité de m'exprimer avec vous et à une prochaine fois, j'espère. Bon, tout le monde te remercie beaucoup pour tes questions et puis je m'excuse si je n'ai pas, enfin je vous demande de m'excuser si je n'ai pas pu prendre toutes les questions de tout le monde. À très Allez, à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.